Donc, je remercie Madame Mansour Karoui, que je félicite aussi en tant que seule femme chef de parti en Tunisie. C'est une aventure que peu de femmes, dans laquelle peu de femmes se sont lancées. Donc, ma communication posera une question. Où en est la parité maintenant? Donc, la parité, on parle beaucoup de parité, mais que signifie le mot parité? En français, la parité, c'est un nom féminin singulier qui a pour sens principaux l'égalité, l'équivalence dans la valeur d'échange de monnaie de deux pays. Quand on passe du dinar à l'euro, on parle de parité. Et le caractère pair d'un nombre, et enfin le nombre de grossesses d'une femme. Donc quand on dit pourquoi est-ce qu'une grossesse vaut plus qu'une autre, un enfant, un garçon plus qu'une fille, déjà on pose le problème de la parité. Donc si je résume, on va parler d'égalité, d'équilibre, de similitude, de concordance, et pour antonyme, on a la disparité, l'imparité et la dissemblance. Est-ce qu'il y a parité ou est-ce qu'il n'y a pas parité aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie professionnelle? Et cette question-là engage notre association, qui s'appelle Égalité et Parité, parce que la parité fait partie de notre naissance et de notre charte. Donc elle existe dans notre charte à deux niveaux. On est là pour défendre la mixité, l'égalité et la parité, et l'égalité et la parité professionnelle pour toutes et pour tous les citoyens. Donc ça c'est le point de départ. De quelle parité parle-t-on en politique? On est dans un parti politique. Et comment définir la parité? Et souvent, on oppose la parité au quota, par exemple. Donc, la parité peut être définie comme l'égalité quantitative garantie pour l'accès à certaines fonctions électives. Le concept qui se présente comme une demande d'égalité. La parité comme une demande d'égalité et qui permet d'échapper au dilemme que soulève la citoyenneté des femmes en démocratie. Choisir entre l'égalité et la prise en compte de la différence sexuelle. Il a obligé donc ce concept à repenser le contenu de l'universalisme abstrait et à analyser autrement la question de la représentation politique des femmes. Vous savez que quand il y a eu les discussions au sein de la haute instance avant l'adoption Marsoum, je ne sais pas comment on dit, le décret-loi adoptant la parité totale en politique, il y a eu beaucoup de discussions autour de la parité ou du quota. Est-ce que la parité équivaut à un quota? Non, parce que, à mon avis, l'égalité parfaite sous-tend la parité, alors que le quota, qui est un seuil, est considéré comme discriminatoire. Donc la parité, ce n'est pas 50-50, écrit Eliane Vogel-Polski, on exige la parité au nom de l'égalité de statut, et non pas au nom de la représentation d'une minorité. La parité, en outre, est votée à titre définitif, alors que le quota est en principe une mesure transitoire, sur laquelle on doit tout le temps revenir. Donc, je vais entrer maintenant dans la bataille de la parité avant les élections du 23 octobre 2011. De quelle parité parle-t-on? Donc, la parité a été adoptée dans le décret-loi donc, du 10 mai 2011, numéro 35 de l'année 2011. Mais que s'est-il passé avant cette adoption? Donc, nous, en tant qu'association, comment on a agi pour cette bataille de la parité? Et aujourd'hui, on a l'impression d'être très loin de cette bataille de la parité. On a l'impression
par exemple, les deux décrets, les deux projets de constitution passent sous silence complètement la parité qui a été votée donc en avril 2011. Cette bataille a été menée par les membres de la haute instance présidée par Riyad Ben Achour et à l'extérieur par notre groupe qui s'appelait Groupe d'appui à la démocratie paritaire, qui est devenu par la suite association. Donc nous avions rédigé un manifeste, manifeste intitulé La parité dans le code électoral, le 28 mars. Et nous sommes allés le 29 mars, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer les photos. Je pensais que j'allais avoir un PowerPoint. Donc le 29 mars, nous sommes allés devant la Chambre des conseillers pour donner ce manifeste à tous les élus. On a fait du lobbying, à tous, pas les élus, les membres de la haute instance présidée par Riyad Ben Achour. Donc, la deuxième bataille a eu lieu le 11 avril, parce qu'à l'époque, le Premier ministre Béji Caïd Essebsi voulait revenir sur le quota, revenir sur la parité totale et adopter le quota. Les membres de l'association se sont mobilisés pour revendiquer la parité totale encore une fois. Et la troisième mobilisation, la troisième étape de cette bataille a eu lieu entre le 19 et le 22 avril avec beaucoup d'associations. Et on est allé à la Casbah pour faire une manifestation et réclamer la parité. Et enfin, la question de la parité a été adoptée par la haute instance. Ça, c'est ce qui concerne, je passe les photos, c'était considéré comme une avancée extraordinaire parce que la Tunisie était le premier pays arabe à avoir adopté le principe de parité totale dans le code électoral, bien que ce ne soit pas le premier pays africain. Le Rwanda est en tête, même en tête par rapport à tous les pays européens en ce qui concerne la parité. Ce principe de parité totale a été adopté avec alternance obligatoire et sous scrutin de liste, avec 85 voix totales, dont 33 voix de femmes. Donc vous voyez que les hommes ont voté beaucoup plus que les femmes pour la parité totale, et le nombre des femmes, je pense, qui étaient à ce moment-là, ne dépassait pas les 33 aussi. Donc il y a beaucoup de partis politiques qui se sont opposés. Je ne peux pas entrer, même les partis progressistes, mais par contre, NAD avait appuyé la parité. Donc en 2013, la parité, si vous voulez, à travers le monde, est toujours un objectif non atteint. Le nombre de femmes en politique est proportionnellement moins élevé que le nombre d'hommes, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde en général. En France, ils ont adapté depuis les années 80 la parité, mais ils n'ont pas encore atteint la parité. Et en France, on commence à parler de parité au niveau des mairies et des conseils municipaux. Presque, mais au niveau des parlements, la France est encore loin, malgré la loi de la parité totale. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi que, comme sur une baguette magique, on va obtenir les 50-50. Il y a un travail à faire, il y a une mobilisation des partis à faire, il y a une sensibilisation, il y a des débats politiques, etc. Et tout cela n'a pas été fait chez nous, après le passage de cette loi. Nous avions lancé à l'époque 1000 CV de femmes et nous avions obtenu 800 CV sur Facebook. Mais malheureusement, ça a été piraté par un parti ou par les membres d'un certain parti. Mais nous avons quand même pu sensibiliser à la parité et nous avons été invités via Facebook dans des conférences à Madrid, Paris, Montréal, Rabat, Le Caire, Amman. En Tunisie, personne ne parlait des 1000 CV de femmes. Mais les journalistes étrangers, hollandais, espagnols, italiens, finlandais sont venus nous voir. Et vous avez beaucoup d'articles, si vous cherchez sur Facebook, vous allez voir la réaction à propos de ces 1000 CV. Pourquoi 1000 CV? Parce qu'ils ont dit, il y a eu une bataille, que ce soit
parmi les progressistes ou surtout parmi les progressistes, pas les conservateurs. Ils ont dit, on ne va pas trouver de femmes, on ne pourra pas faire de liste électorale, la parité c'est dégradant pour les femmes. Et donc, c'est-à-dire devant cet état de fait, j'avais lancé au niveau de l'association, avant l'association et avec l'association, Égalité, parité, 1000 CV de femmes pour dire que nous avons des compétences féminines en Tunisie et qu'il fallait simplement aller les chercher. Hein? Donc, ensuite, pendant l'été, c'était entre le mois d'avril et avant la campagne électorale, c'est-à-dire avant les élections, donc avril-septembre, je suis allée avec les membres de l'association voir des responsables de partis politiques ou demander à voir des responsables des partis politiques progressistes. J'en ai vu certains, mais qui n'ont rien fait. Je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous avec d'autres, malgré leur progressisme. Et rien n'a été fait comme stratégie de communication pour la sensibilisation à la parité au sein des partis politiques progressistes. Donc, on est arrivé ensuite au 1er septembre 2011 et tout d'un coup, on commence à voir des femmes sur les écrans télé, alors qu'on ne les avait pas vues du tout depuis avril jusqu'à septembre. Il fallait faire les listes électorales. Personne n'avait de nom de femmes prêts pour faire les listes électorales. Et pendant c'est-à-dire quand ils ont publié les premières listes où il y avait très peu de femmes têtes de liste, nous avions avec des amis, Sana Ben Achour, Souhair Ben Hassan, la TFD, l'AFTUR de la Ligue internationale des droits de l'homme, on s'est réunis et on a dit il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a commencé, avant que les listes ne soient déposées, à essayer de rencontrer les chefs de partis politiques pour leur dire, vous avez publié des listes, même Moussa Ben Jafar, Hama Hamemi, Najib Chebi, etc. Et maintenant, il faut vous rattraper. Il y a encore l'étranger. Comment allez-vous faire pour mettre les femmes tête de liste? Bon. On a pu rattraper quelques places, mais c'était trop tard, parce que la parité dans les têtes de liste, malheureusement, n'avait pas adopté la parité dans les têtes de liste. Et certains, donc, refusaient, par exemple, comme Maya Chouri, qui est devenue maintenant avec... elle avait écrit un article, « Jamais la parité n'a eu un goût aussi amer ». C'était paru le 20 avril 2011 sur la presse. Et un article cassant totalement la parité. Le Monde avait pris dans notre site, dans notre page Facebook, le groupe d'appui à la démocratie paritaire, que les réactions négatives des gens qui étaient contre la parité. Et vous trouvez texte extrait du groupe d'appui à la démocratie paritaire, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient... Donc, on a parlé de la parité comme un calcul électoraliste, on a parlé de la parité comme un guet-apens, mais on n'a pas parlé de la parité comme un mécanisme d'appui à la participation politique des femmes. Et je pense que les résultats auraient été différents si on avait fait cet effort de communication, parce qu'à l'époque, quand on parlait d'égalité ou quand on parlait de parité, on était très mal considéré par les médias. D'ailleurs, il y a un article que j'avais écrit le 8 août 2011 sur la presse, où je montrais l'implication des médias auprès des conservateurs. Bon, donc cet échec de la parité, puisqu'on dit pourquoi la parité? Où en est la parité? Puisque la parité a échoué. Est-ce que c'est l'échec de la parité ou l'échec ou l'absence d'une stratégie de communication du principe de parité? Est-ce que c'est l'échec des partis progressistes face aux partis conservateurs ou est-ce que c'est l'échec du principe de la parité? Donc là, je résume très vite, pas de stratégie de communication en faveur de la parité avant et après les élections, bien au contraire, campagne de dénigrement des femmes candidates pendant les élections, avec falsification de leurs affiches,
en prenant des photos Facebook, en les présentant comme des femmes de mauvaise vie, etc. Donc, campagne pro-niqab, ça a démarré le 7 octobre, à Sousse, à Kérouan, avant d'atteindre l'apogée à la Manouba. Et on oublie souvent de dire que le 7 octobre 2011, à Sousse, la faculté était encerclée par des salafistes ou pseudo-salafistes, j'en sais rien, qui voulaient imposer le niqab à la faculté. Donc, comme par hasard, ça a commencé avec la campagne électorale et ça s'est terminé quand on a commencé une campagne pro-Sharia. Et quand la campagne pro-Sharia s'est achevée, on a lancé la question de la complémentarité. Et quand on a terminé avec la complémentarité, on a commencé à parler d'une constitution théocratique et islamiste avec des fondements sûrs de l'islam. Donc, on était en train de nous éloigner de plus en plus de la parité. Le seul parti qui a pris au sérieux la parité avec près de 50% de femmes tête de liste, c'était le parti El Qutb. Je vous dis une chose, c'est que je suis indépendante, je ne fais partie d'aucun parti parce que je travaille avec tous les partis progressistes. Donc, je suis tranquille à la parité. La formation à la parité, il n'y a pas eu de formation du tout pendant tout l'été. Nous avons soutenu les candidates d'une manière directe et indirecte, en faisant du lobbying auprès des partis politiques et en appuyant divers partis pour la formation des listes. Entre le 1er et le 7 septembre, on n'a pratiquement pas dormi, parce que chaque parti voulait avoir des noms de femmes, des compétences, mais nous, on ne pouvait pas donner les noms de femmes, on ne pouvait que proposer aux partis des compétences et proposer aux femmes des partis, parce qu'on n'est pas là pour imposer ou simplement, on a essayé de faciliter donc la formation de ces listes électorales. Une fois ces élections passées, et la montée des élus de Nahda à l'ANC. Il y a eu à peu près 30%, donc moins que 30%, mais à peu près 30% de femmes, dont la majorité est constituée par les femmes du parti Nahda. Mais si les partis progressistes avaient remporté les élections, ça aurait été le contraire. Donc c'est pas parce que les élus de Nahda aujourd'hui sont à l'ANC qu'on doit rejeter le principe de parité. Le principe de parité est un principe incontournable. Il est le fondement de l'égalité et il consacre l'égalité. Donc, le deuxième point, au niveau de l'ANC, c'est le silence de l'ANC sur la parité. Et surtout dans les instances constitutionnelles, qui n'ont pas respecté le principe de parité. Par exemple, pour le Conseil supérieur de l'ISI. Ça n'a pas été fait. Donc, rapidement, donc, pour terminer, la parité est absente des deux projets de constitution aussi. Le premier projet, qui a vu le jour, disons, donc à la fin août, et le deuxième projet qu'on vient de discuter le 6 janvier dans les débats publics. Donc là, on constate que si le code électoral a permis aux femmes qui n'auraient jamais rêvé d'accéder à l'ANC d'y accéder, aujourd'hui, ces mêmes femmes n'ont pas défendu la parité. Hein? Elles n'ont pas défendu la parité et au contraire, elles vont contre puisque à ma question, lors du débat autour de la Constitution au Palais des Congrès, le 6 janvier 2013, sur le silence de la Constitution sur la parité, l'élu de Nahda sur Tunis 2 m'a répondu que lors des débats, une loi sur la parité dans la Constitution aurait été perçue comme une injustice vis-à-vis des hommes. Hein? Donc, le principe d'égalité totale dans les droits politiques, économiques, sociaux, éducatifs et culturels, sans lequel ne pourrait y avoir de parité,
il ne pourrait y avoir de parité, choquerait le peuple, selon Habib Khader, lors du débat organisé à la Bibliothèque nationale par l'Association du droit constitutionnel. Est-ce qu'il a posé cette question au peuple pour savoir, est-ce qu'il a fait des sondages d'opinion? Je ne le pense pas. Comment parler de parité quand on s'efforce d'exclure les femmes de la scène médiatique et des débats politiques et de montrer des femmes ridicules sur les écrans de TV? Hein? Je ne vais pas les citer pour ne pas être accusé de diffamation. Alors, comment parler de parité quand on refuse d'inscrire les droits universels et l'adhésion de la Tunisie aux conventions internationales dans la Constitution, ce qui existait en 1959, par peur de plus d'égalité juridique pour les femmes? Comment parler de parité quand les élus et élues parlent du droit à la vie pour interdire l'avortement et refusent l'égalité entre les époux en se référant à l'islam, religion d'État, qui ne peut être changé pendant 5 ans, l'article 148. Hein? Donc, voilà, comment parler de parité lorsqu'on voit de toutes petites filles en hijab ou en niqab? Lorsque les médias mettent en exergue un chef de parti comme Bahri Jlassi, qui prône ouvertement le mariage des mineurs et la polygamie, ou un Habib Louz qui parle de l'excision comme d'une opération esthétique, alors que depuis des millénaires, la Tunisie n'a jamais connu l'excision. De tous ceux qui appellent à l'instauration de la charia, qui appellent à la violence et à l'assassinat, qu'il est question de prédicateurs étrangers qui viennent distiller des discours rétrogrades et anti-égalitaires et anti-paritaires dans le pays du CSP. De quelle parité parle-t-on aujourd'hui avec 3 femmes, dont la ministre de la Femme, qui déclare que les femmes voilées sont exclues et marginalisées au niveau de la participation politique, alors que ce sont elles qui vont nous faire notre constitution? Enfin, je terminerai par une citation de Stendhal. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Je vous remercie.